Bonsoir à tous, merci d'être venus à l'heure pour échanger, surtout pour entendre les 4 experts et témoins qu'Alliance Vita a invités ce soir dans cette table ronde sur ce sujet délicat de la fin de vie, cette menace de l'euthanasie ou du suicide assisté. Et on a intitulé cette rencontre menace de l'euthanasie, pourquoi c'est l'affaire de tous? Pourquoi sommes-nous tous concernés? Alliance Vita, on aime l'expression comprendre pour agir. Voilà. Il ne s'agit pas tellement de donner des informations sur la situation législative de la France. Vous pouvez les avoir facilement par tout ce qu'on envoie à Alliance Vita. En 2 mots, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une menace constante, une très forte pression de la présidente de l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui a été celle de Falorni, qu'il a redéposée, le député Falorni, avec 238 députés qui l'ont soutenu sur 577. Et puis, fait un peu nouveau, le Premier ministre a annoncé qu'il dissocierait une loi sur les soins palliatifs d'une loi sur la prétendue, entre guillemets, aide à mourir. On ne sait pas, on est dans le flou, on ne sait pas quand ça sera discuté, si c'est discuté. On parle de mai, d'après le porte-parole du gouvernement, d'autres ont dit une autre date, mais en tout cas, il y a cette menace constante. Et nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'inviter des personnes qui ont une expertise et un témoignage de vie qui vont nous éclairer sur ces enjeux. Alors, je vais les présenter brièvement. Le professeur Xavier Ducrot. Bonjour Xavier, on est content de vous avoir parmi nous. Vous venez de quitter la chefferie de service de neurologie du CHR de Metz-Thionville, que vous occupiez jusqu'en 2024. Vous êtes spécialisé dans le domaine des maladies cérébrovasculaires, c'est ce qu'on appelle couramment les AVC, et vous avez d'ailleurs mis en place avec l'ancien ministre François Braun, un urgentiste, un réseau local de télé-AVC. Vous avez été président du comité d'éthique du CHRU de Nancy et de l'espace lorrain d'éthique et de la santé de 2007 à 2015. Et c'est pas tout à fait anecdotique, mais je précise que dans son dernier opus, Anéantir, dans son dernier roman, Michel Houellebecq vous rend hommage parce qu'il vous a demandé de l'éclairer, lui qui est très hostile, on le sait, à l'euthanasie, sur ce qui se passe pour certains types de patients. Et vous l'avez rencontré, il a visité, je crois, un service. Nous avons aussi, merci de votre présence, François Truffin, qui est cadre infirmier en Belgique, et vous êtes au centre de la Belgique en ce moment même. Vous êtes infirmier urgentiste et aussi en accompagnement et soins palliatifs, coordonnateur de soins aux personnes âgées. Vous avez été mandataire auprès de la commission technique de l'art infirmier au ministère fédéral de la santé publique de votre pays, vice-président de la Chambre des infirmiers germanophones, secrétaire de la plateforme des soins palliatifs et directeur de nursing adjoint en hôpital. C'est une façon de dire que vous avez une expérience vraiment solide de ces sujets. Et vous êtes d'ailleurs un des co-auteurs d'un livre qui nous a beaucoup intéressés, Euthanasie, l'envers du décor, avec des réflexions et des expériences de soignants sur la fin de vie, qui a été publié aux éditions Mols en 2019. Bonsoir François, et merci d'être là après une dure journée de travail déjà, comme pour Xavier. Et puis nous accueillons aussi Marie-Annick et Joël Pavageau. Bonsoir à tous les deux. On se connaît depuis un moment et alors vous avez un très fort engagement, on va en reparler, mais Marie-Annick est devenue tétraplégique, atteinte d'un locked-in syndrome depuis l'âge de 29 ans, un petit peu après votre mariage, la naissance de votre enfant, de votre fille, à la suite d'un AVC. Et depuis plus de 40 ans, vous êtes ensemble, comme vous vous accompagnez réciproquement, et avec Joël, Marie-Annick n'a eu de cesse de porter 2 combats. L'un que vous intitulez, Marie-Annick, la banalisation du handicap et puis de la dignité humaine en fin de vie, et donc le respect de la vie des personnes fragiles auprès notamment des politiques et au cœur même de la société, dans des écoles, des lieux de formation. Encore aujourd'hui, vous étiez dans une journée, je crois, organisée par une mutuelle. Joël m'a dit qu'exceptionnellement, c'est votre auxiliaire de vie qui vous y a accompagné. Alors, je précise aussi que vous avez été décoré par de nombreux politiques de différents bords et vous êtes désormais aujourd'hui commandeur de l'Ordre national du mérite et depuis 2015, officier de la Légion d'honneur depuis 2022. Voilà, je crois que aussi vous êtes décoré, j'espère, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, et je vais me tourner vers vous pour une première question. À quel moment
et je le poserai aussi aux autres intervenants. Vous, personnellement, vous deux ensemble, vous sentiez concernés pour la première fois par cette menace de l'euthanasie, et puis de quelle façon ça s'est déroulé? Alors, comme Marie-Annick s'exprime avec plus de difficultés par oral, même si elle prépare en ce moment la fin d'un livre que vous avez écrit tous les deux, c'est Joël qui sera beaucoup votre interprète, mais Marie-Annick, peut-être on entendra un ou deux mots, n'hésitez pas. Et on sait que vous êtes pleinement avec nous. Alors Joël, comment répondre à cette question pour votre collectif? Eh bien, bonsoir, on a été vraiment interpellé lorsqu'on a pris connaissance de la décision du comité d'éthique en l'an 2000 acceptant l'idée d'euthanasie d'exception. Et là, vraiment, on a été heurtés tous les deux, et je crois qu'on a écrit aussitôt, d'ailleurs, au président du comité, non seulement au président du comité, mais à tous les membres du comité pour leur manifester notre désaccord. Et demander un peu des explications. D'ailleurs, on n'a pas été forcément très tendre avec les uns et les autres, ainsi de suite. Bon, on a eu des réponses, d'ailleurs. Et puis, ça a été le début de notre engagement à ce niveau-là, parce que il y a eu, se sont catapultés en même temps l'histoire Imbert, toutes ce genre de choses qui ont évolué au cours des temps, les commentaires qui ont été faits, les commentaires un peu violents, il faut reconnaître sur certains cas. Bon, il y a des affaires que j'ai eu beaucoup de peine à accepter. Par exemple, quand j'ai vu la mère d'un garçon qu'on présentait en disant il remue son pouce, que voulez-vous qu'il fasse dans la vie avec ça, il vaudrait mieux qu'il soit euthanasié. Alors pour moi, ça avait un message extraordinaire, parce que ça me renvoyait une vingtaine d'années, une vingtaine d'années en arrière pratiquement, où un soir je suis rentré dans la chambre de Marie-Annick, je l'ai vue toute rayonnante, elle parlait pas, elle avait simplement les yeux qui pétillaient, et elle m'a fait comprendre qu'il fallait voir qu'il se passait quelque chose. Et après pas mal de recherches, en descendant les mains le long de son corps et ainsi de suite, elle a eu un grand sourire, autant qu'on peut dire que c'était un sourire à cette époque-là, et il y avait le pouce qui remuait. Ah oui. D'ailleurs, je me souviens du professeur qui est rentré, qui était au courant aussi, mais qui était un peu taquin, qui est rentré dans la chambre peu de temps après, en me disant qu'est-ce qu'il y a, comment ça se passe. Je dis, écoutez, si, ça avance, quoi. Marie-Annick devait être là au moins depuis 1 an dans son service, et je lui dis, mais si, ça avance. Et lui, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il me dit son pouce. Je dis oui, son pouce. Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire dans la vie avec ça? Alors, comme je suis moi aussi un peu taquin aussi, je lui ai répondu du tac au tac, elle pourra au moins faire du stop. Marie-Annick, vous vous souvenez de ce jour où votre pouce a retrouvé une... Oui. Voilà. C'est un souvenir rayonnant? Oui, Qu'est-ce que Marie-Annick a répondu, Joël? Pardon? J'ai pas entendu ce que Marie-Annick avait répondu. Elle a dit oui, alors oui. Ça, c'est notre affaire. Bon, 15 jours après, le pouce ne remet plus. Mais ça a redémarré quelques temps après. D'accord. Merci à tous les deux d'être là. On poursuivra tout à l'heure. Alors, je vais poser la même question, par exemple, à Xavier Ducrot. Quand est-ce que ce sujet vous a concerné pour la première fois? De quelle façon vous pouvez l'exprimer? Alors, je donnerai deux situations. La première, qui n'a probablement pas été unique, dans le cadre de l'exercice de ma profession d'une bonne quarantaine d'années en neurologie. Quand vous vous trouvez face à une situation difficile, un patient incurable qui peut sembler souffrir, pour lequel il n'y a pas de perspective thérapeutique et autres, soi-même, il m'est arrivé de dire, mais au fond, est-ce que en finir, ça serait pas la meilleure solution, quoi. Et pour avoir entendu aussi
des proches dire après la mort survenue de la personne, ah, quel soulagement, maintenant il est soulagé. Et on le pense tous, c'est une pensée qu'on a tous, et nous, soignants, nous n'y échappons pas. Et c'est là où finalement, peut-être on peut mesurer que la loi est importante, parce que la loi nous donne un rempart, en disant non, non, la vie. La vie d'abord, on voit ce qu'on peut faire, il ne s'agit pas de s'acharner, de faire de l'obstination déraisonnable, mais respecter la vie, et si la mort doit advenir, elle adviendra. Voilà. Alors même dans ces situations que le patient peut ne rien exprimer ou pas du tout, même s'il le peut, ne pas demander à mourir. Mais moi, je peux le penser, ses proches peuvent le penser. Et c'est là où on voit qu'il faut Vous voulez une dire que barrière. finalement, l'émergence de ce débat vous a enlevé une autoprotection, c'est ça que vous voulez exprimer? Ah ben oui, 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 il y avait, pour l'instant non, parce que la loi n'a pas bougé, mais du jour où la loi bougera, cette protection, elle va sauter. Et là, je ne sais pas si, enfin si, j'imagine assez facilement ce qui peut se passer. La deuxième circonstance, ça a été, et ça vient aussi d'être dit, pour moi, c'est l'histoire de Vincent Lambert. Vincent Lambert, cet homme sévèrement handicapé, en état aussi relationnel, dont on a dit qu'il souhaitait mourir, ce qui n'est pas possible, et à la vie duquel, après 7 années de démarche, finalement, la décision et la réalité de le faire mourir est advenue, je me suis dit, mais bon sang de soir, on est déjà du côté de l'euthanasie possible, alors que la loi nous dit le contraire, soi-disant. Et là, c'était une prise de conscience très, très sérieuse. Au début de l'histoire, je pensais que ça serait vite réglé, parce que, bah non, il n'y a pas de raison. Mais voilà, Vincent est mort et ça c'est grave. Pour moi, c'était l'indice que derrière son cas, il se préparait autre chose. On voit bien comment dire, cette obstination à remettre le projet de loi alors qu'il a été démonté par la dissolution de l'Assemblée, ce qui est quand même un événement qui était totalement imprévisible, et on reparle de ça. Il y a vraiment un acharnement législatif qui, à mon avis, est déplacé. Oui. C'est vrai que la présidente de l'Assemblée nationale elle-même, Yael Braun-Pivet, a affirmé sur ce sujet qu'elle avait des sujets obsessionnels. Et donc, elle en parlait régulièrement à chaque fois qu'elle pouvait rencontrer le Premier ministre. Donc, elle a fait cette appel. Alors, on se tourne vers la Belgique, qui a une autre configuration législative. On ne va pas la détailler. Mais François Truffin, est-ce que vous pouvez nous dire aussi à votre tour comment ce sujet a percuté peut-être votre expérience personnelle ou de soignant? Alors l'histoire que je vais vous partager va nous faire un petit peu voyager dans le temps, puisqu'on va faire un petit rowing, un petit retour en début de carrière. Donc je vais tous vous emmener dans le service d'urgence où je travaillais à l'époque. Et cette nuit-là, je suis de garde sur le SAMU, une nuit d'automne assez pluvieuse. Et à un moment donné, notre bip en plein milieu de nuit va retentir et nous devons nous rendre dans un village voisin. Une fois que nous arrivons sur place, nous voyons une dame à l'entrée de sa maison en train de nous faire des grands signes. On va directement la trouver. Donc, il s'agit de la fille de la patiente pour laquelle nous devons intervenir. Et là, cette fille nous explique, voilà, maman sort de l'hôpital il y a 2 jours, est sortie de l'hôpital il y a 2 jours. On lui a diagnostiqué il y a environ un mois d'ici un cancer intestinal qui était déjà avec un stade un stade très avancé, et donc plus rien à faire. On nous a renvoyé à la maison, il y a plus rien à faire. Mais j'ai essayé de joindre le médecin traitant, pas moyen de le joindre. J'ai essayé de joindre la garde m'a dit on est tellement débordé, on ne saura pas venir avant 2 ou 3 heures. Et maman est là dans son lit, ça va pas du tout, aidez-moi. Nous montons l'escalier et de fait, nous rentrons en contact avec une dame à peu près 80 ans qui est là dans un lit complètement blême, avec une transpiration très abondante. Elle est en train de travailler sa respiration pour ne pas avoir mal. C'est très impressionnant, moi qui est en début de carrière, de voir là une personne, et je ne sais pas depuis combien de temps elle le fait, elle est là avec une respiration qu'elle essaye de maîtriser pour éviter des douleurs. Et il y a des petits gémissements qui sortent de sa bouche. Grande chance, dans l'équipe SAMU qu'on composait ce soir-là, c'est un médecin qui est expérimenté, qui a une bonne connaissance de la médecine palliative et donc qui va rapidement pouvoir justement lui mettre les molécules bien dosées pour pouvoir lever cette douleur.
Eh bien, cette nuit-là, tout jeune diplômé que j'étais, j'ai véritablement pris conscience de la fragilité de notre système de soins et l'urgence de mettre en place des structures de soins palliatifs. Il y en avait, mais il y en avait manifestement beaucoup trop peu. Et cette carence, elle m'a ouvert les yeux ce jour-là sur la menace de demande d'en finir, la menace d'euthanasie. Cette dame qui était là en train de souffrir et sa fille à côté, dans une espèce d'abandon par une carence et par un manque d'investissement du politique dans justement dans ces structures ou ces équipes de soins palliatifs, faisait qu'on était en présence d'une dame de 80 ans dans un état de souffrance absolument inimaginable. Merci beaucoup, François Truffin. J'étends un petit peu la question pour chacun d'entre vous. Au fond, c'est aussi le thème de ce soir. En quoi sommes-nous tous concernés? Parce que pour certains, c'est une affaire soit de militants, soit de personnes gravement dépendantes, on en reparlera, soit de soignants. Mais comment pouvez-vous dire que nous sommes tous concernés? Est-ce que peut-être l'un qui veut parler, qui veut répondre en premier sur ce sujet? Le professeur Xavier Ducrot, oui, d'accord. Je veux bien. D'abord, la première certitude, c'est que nous mourrons tous un jour. Et ça peut arriver plus rapidement, plus brutalement, plus précocement qu'on ne le pense. C'est pas toujours à l'issue d'une maladie longue qui nous permet de voir venir les choses, pas toujours loin s'en faut. Donc ça, c'est le premier point. Et en général, on meurt de quelque chose. Il est rare qu'on meure comme ça, dans son sommeil, comme tout le monde l'idéalise un petit peu, cette espèce de mort idéale qui n'existe pas vraiment. La deuxième chose, c'est que nous sommes concernés par nos proches, et même sans être forcément un soignant, médecin, infirmier et autres, nos proches, nos grands-parents, nos parents vieillissent, entrent dans une situation de dépendance, et la mort approche. Et c'est vrai que il y a un tel tabou dans notre société autour de la mort, c'est pas un sujet qu'on va aborder, sur lequel on va facilement anticiper en parlant, c'est toujours délicat. C'est vrai aussi pour les soignants, quand on accueille un patient à l'hôpital, c'est pas la première chose qu'on va envisager avec lui, c'est de dire mais est-ce que vous avez des directives anticipées? Est-ce que vous avez désigné personne de confiance? Si vous arrive quelque chose, qu'est-ce que vous avez les idées claires ou pas? Non, on commence par la problématique médicale et puis cette perspective de vie, d'en sortir. On n'entre pas à l'hôpital pour mourir, on entre à l'hôpital pour en sortir vivant si possible. Donc voilà, ça c'est concerné par nos proches. Et je dirais que c'est vrai, ce tabou de la mort, et franchement, on parlait dans notre société uniquement par ce sujet de l'euthanasie, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres occasions vraiment de parler de la mort. Chaque fois qu'un drame arrive, un crime, je ne sais trop quoi, c'est vraiment un drame, et c'en est un. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui restent, qui survivent à un événement comme celui-là? On peut être concerné aussi parce que je pense que très peu d'entre nous n'ont pas dans leur entourage un proche qui s'est suicidé. Et ça, c'est aussi une source de souffrance, de questionnement personnel. Au fond, est-ce que j'ai pas été assez proche? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Voilà. Donc, je pense que nous sommes vraiment tous concernés. Et il faut, quelque part, arriver à anticiper. Merci beaucoup. Joël et Marie-Annick, c'est un sujet dont vous avez, j'ai bien compris, beaucoup parlé tous les deux. Vous avez énormément échangé sur ce sujet pour vous être impliqués comme ça. Vous avez expliqué que ça avait commencé très tôt en 2000. Est-ce que vous sentez que c'est les plus vulnérables? Vous vous sentez entre guillemets visés peut-être? Ou est-ce que c'est tout le monde? Comment vous avez échangé sur ce sujet? Je vais par là, notre vie est tellement particulière que c'est pas quelque chose que l'on peut mettre de côté. Hein. Voilà, à chaque fois qu'on a avancé avec Marie-Annick, bon, on a pris des risques, on a su que, bon, par exemple, nos premiers voyages, c'était un gros risque qu'on a pris. La première fois où j'ai on était tous les deux, bon, on reste très proches, obligatoirement, mais je me souviens d'un week-end, puisqu'elle venait, étant à l'hôpital, elle venait en week-end à la maison. Il y a un week-end du 15 août où on était tout seul et il y avait vraiment très peu de monde. C'était quelques mois avant qu'elle quitte l'hôpital
et les transferts se font en se servant de sa spasticité. Et j'ai dit, bon, on va essayer de sortir en voiture, de partir. Je l'ai transféré dans la voiture, on est parti faire un tour. On dit, si on a un accident, c'est bon, c'est terminé. Voilà, pas de problème, c'est tout. Et puis, c'est un peu de cette manière-là qu'on a réussi à avancer. Hein. Mais bon, ça veut dire en prenant des risques. On se dit qu'en effet, on a pris quand même des fois des gros risques. On a peut-être été inconscient. Hein. Comme m'a dit une fois une hôtesse de l'air, enfin la première fois où Marianic a pris l'avion, en disant il est gonflé ce mec-là de partir avec une gamine de 4 ans et puis une femme dans cet état-là, quoi. Et je lui ai répondu, je suis pas gonflé, je suis complètement inconscient. Quel âge elle a, cette gamine de 4 ans maintenant? Pardon? Quel âge a cette gamine de 4 ans maintenant? Alors, la gamine a 43 ans maintenant. D'accord, donc ça a duré. Alors, en quoi est-ce qu'on est tous concernés? Qu'est-ce que Marie-Annick et vous en pensez? En quoi est-ce qu'on est tous concernés par ce sujet? Est-ce que vous avez dans vos conversations pu étendre la situation personnelle à des personnes apparemment bien portantes, mais tout de même concernées? Vous avez réfléchi? On est concernés, oui et nous, et je dirais que c'est un groupe qui est concerné. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est assez proche aujourd'hui des gens atteints de Lockheed syndrome, d'affaires comme ça, hein, et c'est plus que des maladies rares, quoi. C'est quelque chose. On est sur le fil du rasoir quand même assez souvent. Hein. Vous avez des gens qui sont intubés et qui resteront toute leur vie, qui n'ont pas de mouvement. Bon, je pense à Philippe Pozzo di Borgo. Bon, alors lui, il avait un gros avantage sur beaucoup, c'est qu'il parlait, et il parlait fort. Hein. Ça, c'était une chose. Bon, c'était vraiment un avantage dans son handicap. Mais si vous n'êtes pas là, on était obligé de parler de ça, et je discutais cet après-midi avec une personne d'une association là, du Lockheed syndrome qui me disait, mais bien sûr, ça a des répercussions, parce que quand on est dans cet état-là, bon, c'est quand même pas la fleur au fusil toute la journée. Hein. Il y a quand même des hauts et des bas. Il y a même des grands bas. Si pendant ce bas-là, vous trouvez quelqu'un qui vous descend encore un peu plus bas, bon, il n'y a pas de problème. Vous êtes obligé. Une bonne partie des gens, je pense, qui sont dans cet état, un jour ou l'autre, se posent la question. Surtout aujourd'hui, c'est plus facile de se la poser quand on voit toutes les émissions de télévision, toutes ces affaires-là. Or, toutes ces personnes-là sont quand même des très, très gros consommateurs de télévision. Ok. Donc, c'est certain que des questions qui ne se posaient pas là à 30 ou 40 ans se posent plus facilement aujourd'hui. Oui, alors, s'il n'y a pas là la personne qui remet les choses à leur vraie place, il peut y avoir beaucoup de soucis. Merci beaucoup Joël et Marie-Annick. François Truffin, alors en Belgique, tous concernés ou uniquement ceux qui le demandent ou qui sont militants? Je pense en effet que tous sont concernés, donc je ne vais pas reprendre les propos du professeur De Croc qui dit exactement le fait qu'on peut être à la fois dans sa vie, il y a des moments où on est aidant et il y a d'autres moments où on sera aidé, et c'est vrai que ça fait partie intégrante de notre chemin de vie. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur un point qui est un petit peu un problème sociétal qui s'instaure de plus en plus et qui est préoccupant. C'est l'hypermédicalisation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? J'ai été il y a peu de temps dans une discussion à Paris, donc c'était une formation sur la fin de vie. Et les intervenants, durant toute la journée, étaient des médicaux. C'était des médicaux qui parlaient de la fin de vie avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de statistiques, des grands chiffres, des grandes choses. Et à un moment donné, au moment des questions, il y a une petite voix qui s'est levée dans le public et qui a dit, vous savez, nous les bénévoles, on existe. Nous les bénévoles, on existe et on est présent dans les EHPAD, on est présent dans les maisons de repos, dans les hôpitaux. Et on a l'impression que même si on ne parle pas beaucoup de nous, on fait beaucoup de bien. C'était extraordinaire, cette intervention extraordinaire, parce que je pense à un moment donné, et c'est un soignant qui vous le dit, je pense qu'il n'est ni bon
ni raisonnable de donner l'exclusivité de la fin de vie au monde médical. Raisonnable, on ne saurait pas. On n'arrête pas de le dire qu'il y a une carence et on a une pénurie dans le monde des soins de santé. Et par rapport justement au vieillissement de la population, etc., il faut vraiment qu'on apprenne à notre niveau, à notre échelon, de médicaux ou paramédicaux, et bien que nous avons besoin justement de tous les citoyens juste pour pouvoir accompagner au mieux cette fin de vie. Donc cette hypermédicalisation, je crois qu'il est vraiment grand temps de l'envisager d'une manière différente pour qu'on puisse sereinement avancer dans ce sujet. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut poursuivre avec vous sur l'impact de ce débat et d'une légalisation en évoquant, si vous le voulez, les situations, les problèmes que cela pose au système de santé dans lequel vous agissez. C'est vrai que pour nous, si je puis m'exprimer ainsi, vous êtes précieux parce que vous avez cette expérience et ça permet peut-être de déjouer certains pièges idéologiques face auxquels nous nous trouvons devant la promotion de l'euthanasie. Alors, comment vous le vivez en Belgique ? Alors, la première chose qui est peut-être étonnante, mais c'est vrai qu'on parle souvent de menaces d'euthanasie et on pourrait croire qu'un pays comme la Belgique, qui depuis plus de 20 ans a légiféré par rapport à l'euthanasie, la menace est derrière nous quelque part et on est déjà complètement englué et envahi par cette dimension d'euthanasie. Et je vais vous avouer que moi, chaque jour où je me lève, chaque jour où je rentre et en contact avec les personnes âgées, je ressens cette menace. Cette menace, elle est quotidienne. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on considère que chaque vie humaine est précieuse et belle, eh bien, chaque jour et à chaque intervention, on ressent une menace quotidienne pour nous soignants de cette dimension d'euthanasie. Donc, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir, c'est que cette menace, elle est latente depuis plus de 20 ans en Belgique et c'est épuisant. C'est pas une menace qui a été rencontrée au moment de la législation, c'est une menace qui nous poursuit jour après jour dans notre quotidien. Enfin, je crois que c'est la première chose dont on doit être bien conscient. J'aurais 2 points peut-être à voir avec vous par rapport aux équipes et à l'institution, et puis je donnerai un petit point également par rapport vraiment aux patients. Le premier point, je travaillais alors dans un hôpital qui une inspection est arrivée dans cet hôpital, et alors que cet hôpital fonctionnait sans procédure d'euthanasie, l'inspection nous a imposé d'en avoir une en disant qu'il était grand temps qu'on se mette à la page et que l'euthanasie faisait partie intégrante de notre façon de fonctionner en Belgique. Et donc, on n'a pas eu le choix que d'envisager des groupes de travail justement pour mettre en place des procédures. Et là, moi, j'avais entre autres, à ce moment-là, dans mes attributions, j'étais en charge d'une équipe qui travaillait d'une manière active et très belle, une équipe soudée dans les soins palliatifs. Et donc, des débats ont commencé à se soulever avec certaines personnes qui étaient absolument défavorables à l'euthanasie, des personnes qui étaient plutôt favorables, des personnes qui étaient complètement favorables, des personnes qui ne donnaient pas leur avis. Et alors que j'étais en présence d'une équipe soudée et avec vraiment une qualité de travail au quotidien, on s'est rendu compte que cette équipe commençait à se déchirer au point tel qu'à un moment donné, le directeur médical a dû s'en mêler en disant « mais écoutez, il faut absolument qu'on arrête les frais ». La directrice générale, à ce moment-là, a proposé de dire « écoutez, les personnes qui seraient prêtes à faire de l'euthanasie dans l'hôpital, faites-nous signe, on va tenir un petit listing, comme ça on sait qui serait prêt à faire de l'euthanasie ». Et là-dessus, le directeur médical s'est directement interposé en disant « ah non, je ne veux pas de bataillon de la mort dans mon hôpital ». Donc vous voyez un peu la dimension, alors qu'on était vraiment dans une approche et un véritable respect de nos patients, combien une équipe peut être mise en difficulté par rapport à cette dimension-là. L'autre aspect, et là je vous prends de nouveau vraiment avec moi dans un couloir d'hôpital, imaginez-vous un peu, nous soignants, on passe d'une chambre où on nous demande une euthanasie et quelques minutes après, on doit passer dans une chambre où on est complètement dans une dimension de soins palliatifs. Il faut se rendre compte que c'est une contradiction permanente. On est d'une part dans une approche où on va vraiment tout faire pour que la personne parte à la date qu'elle a décidée pour des plus ou moins bonnes raisons, et dans la chambre d'à côté, eh bien, on est dans une chambre où on est vraiment en train de faire un accompagnement. C'est 2 chemins complètement différents, mais cette contradiction permanente, elle rend fou.
elle amène à un non-sens complet dans notre profession. On a une véritable perte de sens par rapport, à un moment donné, à venir casser toute cette dimension d'amour, de créativité, d'engagement en nous imposant des manières de fonctionner. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire par rapport vraiment aux équipes et peut-être à l'institution. Au niveau des patients, eh bien, nous avons en Belgique un petit peu lié justement à une hyper médiatisation, mais aussi un fort appui politique. Cette loi qui à la base était une dépénalisation de l'euthanasie et non un droit de l'euthanasie, eh bien, beaucoup de personnes vont considérer que c'est un droit à l'euthanasie. Et si vous saviez l'agressivité, et je pèse bien mes mots, l'agressivité que nous avons parfois de familles ou même de patients en presque avec un revolver sur la tempe, tu m'euthanasies. Et donc, on a vraiment une pression et où nous, soignants, devons redonner le cadre légal en disant mais non, c'est une dépénalisation et il y a des critères pour pouvoir à un moment donné. Donc, c'est vraiment une complexité monstrueuse. Et donc, cette loi d'euthanasie a amené beaucoup d'insécurité et d'ambiance assez morose dans des couloirs d'hôpitaux où il y régnait jusque-là une ambiance relativement saine et agréable. Merci beaucoup, François. Professeur Xavier Ducrot, là on revient en France et je voudrais peut-être qu'on évoque un peu ce qui est une de vos spécialités, ces situations qu'on va assez vite qualifier de limites ou extrêmes. Est-ce que vous pouvez nous exprimer un peu l'enjeu pour ces personnes que vous accompagnez, que vous avez beaucoup soignées, de cette levée, même déjà un peu psychologique, qui se vit dans notre société, où on débat tellement d'euthanasie que finalement beaucoup de personnes imaginent que ces vies ne valent pas la peine d'être vécues. Comment vous pouvez nous parler de ces situations, peut-être avec un autre regard, qui fait vivre au fond? Alors, bien sûr, c'est toujours délicat d'aborder ces questions de façon trop globalisante, parce que tout est question aussi d'individuel, mais il n'empêche, on a besoin de balises sérieuses. Et toute ma vie, j'ai été confronté à des situations de fin de vie potentielle, que ce soit de façon aiguë, par exemple dans les AVC les plus graves, les accidents vasculaires cérébraux les plus graves, ou dans des maladies neurologiques dégénératives, d'évolution inexorablement, de toute façon elles sont incurables et qui vont inexorablement évoluer en passant par le handicap vers une fin de vie à un moment ou à un autre. Donc c'est vrai que toute ma carrière, j'ai été confronté à des patients dans ces situations. Eh bien, le nombre de demandes d'euthanasie que j'ai rencontrées et émanant du patient lui-même, je les compte toujours sur les doigts d'une main. Hein. Et ça a été rappelé en me présentant tout à l'heure. Je viens de débuter ma retraite, j'ai terminé ma carrière, j'ai passé une 40aine d'années en neurologie et les demandes sont exceptionnelles, même dans des maladies qu'on a tendance à brandir, comme la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Mais j'ai été impressionné tout le temps par la volonté que ces personnes manifestent de vivre. Des personnes en état aussi relationnel, des personnes extrêmement dépendantes, mais qui ne demandent pas à mourir. Enfin, la demande à mourir est exceptionnelle. Alors, j'ai exercé dans un département frontalier qui a 3 frontières. La Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Et donc, la Belgique et le Luxembourg ont, à des moments différents, dépénalisé l'euthanasie et le suicide assisté. Donc, il suffit de franchir la frontière, et ça, c'est un argument qu'on entend. Mais si j'habite Longwy, je fais 5 kilomètres et de l'autre côté, je peux bénéficier d'une euthanasie. Bénéficier. Oui, mais de ce côté-ci, vous pouvez pas. Toute la différence est là. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai des patients qui sont, et c'est pareil, je les compte toujours sur les doigts de cette même main, qui sont allés en Belgique demander à mourir. Dans ces situations. Donc, les demandes existent, c'est sûr. Mais moi, j'ai besoin d'être protégé. Ce que vient de dire notre collègue belge est éloquent. C'est effectivement ce qu'on craint. On va déposséder les soignants de leur vocation, de ce qui fait leur cœur de métier, pour les médecins de leur serment. Pour moi, légaliser l'euthanasie,
c'est achevé Hippocrate. Toute cette médecine hippocratique qui est née dans un contexte de société élitiste, eugéniste, qui était la société grecque. Il y avait Sparte, donc il fallait être bon pour survivre. Et c'est justement dans ce contexte que Hippocrate a bâti son corpus professionnel, médical, déontologique, justement pour que le médecin ne soit pas l'artisan de cette espèce de sélection positive des personnes. Parce qu'il voyait le mal que ça occasionne, les conséquences que ça occasionne. Ce sont les plus vulnérables qui sont concernés, mais pas que eux. Donc voilà, moi mon expérience, c'est les demandes, même dans ces maladies, restent tout à fait exceptionnelles. Et ça ne veut pas dire que la personne veut mourir tout de suite. Deuxièmement, je dirais les associations, par exemple de la SLA, ne se prononcent pas sur le sujet, se gardent bien d'émettre un avis dans un sens ou dans l'autre. Parce que bien entendu, si la société, l'association de patients donne un avis global, il va y avoir comme une pression qui va s'exercer. La pression va venir de la société, de la légalisation, de l'entourage. Je me souviens une fois pour avoir parlé avec un patient belge âgé qui me dit, moi je suis pas pour l'euthanasie. Il venait de perdre sa femme quelques semaines auparavant, il restait seul, assez dépendant, il n'y avait plus que sa fille pour s'occuper de lui. Il dit, vous savez, ici on peut demander l'euthanasie, moi je suis pas pour. Mais le jour où il faudra, je devrais le faire. Donc j'étais impressionné par cette pression ambiante et qui s'exercera aussi sur les proches. Et parlons pas des enjeux peut-être économiques même qu'il peut y avoir derrière. Je crois que c'est pas le motif premier, mais il n'empêche, les enjeux économiques sont là aussi. Donc toutes ces pressions, c'est terrible. Et effectivement, je vais croire que quand on en parle dans le service où j'étais, les avis sont partagés. Les avis restent partagés. Et je crois qu'il est difficile de mesurer, quand on n'est pas justement un professionnel de la santé, quelle bascule, quel renversement copernicien ça va être dans la façon de regarder le patient. Peut-être on pourrait projeter une des images que j'ai pensées. Oui. Que le technicien peut faire ça. Quand vous entrez dans une chambre où vous voyez des personnes qui manifestement sont proches de la fin de vie, selon le regard que vous portez sur elles, soit vous allez avoir, si vous ne voyez que de la mort dans ce tableau, dans ces deux personnes, ou si vous voyez au contraire que de la vie parce qu'il n'y a que de la vie, vos réactions, vos paroles, votre comportement, vos gestes, tout va être totalement différent. Et c'est le génie de l'artiste que nous montrer les deux personnes, les couleurs, les visages émaciés, les yeux enfoncés, tout donne l'idée de la mort. Mais quand on y regarde, il n'y a que de la vie. Il suffit de regarder leur visage. Il y a un qui tient une cuillère, les doigts pointés dans la même direction. Il n'y a que de la vie. Et c'est ce qui se passe quand on est en contact avec les personnes. Merci pour l'image. Justement, peut-être je prolonge un petit peu avec vous, parce que cette maladie dite de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, vous l'avez évoqué, est un peu le lieu de beaucoup d'exploitation, hein, peut-être d'instrumentalisation au profit de l'euthanasie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ces personnes vivent, comment elles sont accompagnées, peut-être jusqu'au bout, alors que pour beaucoup de personnes, ils imaginent que la seule solution, c'est l'euthanasie pour ne pas vivre tel ou tel symptôme. Comment ça se passe en réalité ? Alors, justement, c'est toujours le propos, il m'est arrivé de parler de cette maladie, par exemple, dans des instituts de formation aux soins infirmiers, pour la formation des futures infirmières. Cette maladie, c'est un peu la caricature de ce que sont les soins palliatifs. Quand il n'y a plus rien à faire, voilà tout ce qui reste à faire. Effectivement, d'un point de vue médical, on est démuni. On parlait tout à l'heure d'hypermédicalisation de la fin de vie, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, ces patients ont besoin de kinés, ont besoin d'orthophonistes, ont besoin de nutritionnistes, ont d'énormes besoins. C'est vrai. Mais il faut les donner. Parce que ces personnes veulent vivre. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est pas moi qui l'invente. Parce que des fois, je me suis dit, peut-être que c'est moi qui veut pas entendre qu'au fond, elle préférerait mourir. Mais non. Alors, il y a des moments, oui. Et j'ai à ce titre une vidéo dont on s'est servi avec notre médecin de soins palliatifs auprès des étudiants. Un entretien avec un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, déjà avec une ventilation, il avait une assistance ventilatoire sans être trachéotomisé, il pouvait encore manger par la bouche, il pouvait parler. On a eu avec lui un entretien fantastique pendant 1h30. Il se disait partisan de l'euthanasie. Et il dit, j'y ai pensé au début de la maladie. Je l'ai pas fait. Je le regrette.
Et à chaque fois, il revenait à la charge en disant, là, ça devient trop dur, c'est trop dur. Mais, et je me souviens, jusqu'à la fin, il disait, non, il y a encore l'anniversaire de ma fille. Il y a toujours un événement, une échéance qui remettait en avant quelque chose de vital, qui remettait en avant et qui gommait cette volonté de mourir. Il s'était pas suicidé parce qu'il n'aurait pas voulu que sa femme le trouve comme ça. Donc il l'a pas fait. Et ça c'est la réalité. Quand il raisonnait, il était favorable. Quand il revenait à la réalité, il voulait vivre. Et c'est justement ce qu'il faut arriver à faire émerger. Le choix de l'euthanasie au même titre que le reste, moi ça me fait extrêmement peur. Extrêmement peur. Il y a une espèce de solution de facilité radicale qui est déplorable et qui ne correspond pas du tout à notre vocation. Merci beaucoup, professeur Xavier Ducrot. Chez les Pavageaux, donc Joël et Marie-Annick, moi j'aurais une question à vous poser parce que Marie-Annick a été très honorée pour sa vie, pour sa vitalité, je dirais, et aussi pour ce compagnonnage, là, ce mariage qui l'a porté jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant… mais il va durer encore. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Et alors… Comment est-ce que vous analysez ce paradoxe entre on honore une personne et en même temps on laisse entendre que ce type de vie ou des vies comme celle-là ne sont pas dignes d'être vécues? Est-ce que vous l'avez vécu ça comme une menace, une humiliation, une injonction paradoxale? Comment vous l'avez vécu tous les deux au fil des années? Je pense qu'il y a un grand paradoxe et dans les personnes qui font très fort pour réclamer l'euthanasie, bon, je pense qu'il y a presque chez eux un besoin de justification et d'ailleurs c'est assez curieux de voir aujourd'hui que c'est souvent quand même des politiques qui s'expriment aujourd'hui ou des militants entre haut et bas, à la fin de la conversation, disent « Ah mais j'ai aidé mon père, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Et en fait, on a l'impression qu'ils sont pas très tranquilles d'avoir fait ça et que s'il y avait une loi, eh bien ça justifierait tout, ça effacerait absolument tout. Hein. Je crois que là, il y a quelque chose qui se fait qu'on voyait pas voilà quelques années, quoi. Hein. Peut-être si je peux m'adresser directement à vous, Marie-Annick. Si vous n'êtes pas obligé de répondre évidemment, mais si vous trouvez la question trop intrusive, mais est-ce que dans le regard des autres, vous avez ressenti parfois un regard qui, au fond, ne vous reconnaissait pas comme pleinement vivante ou pleinement prête à vivre encore, etc. Est-ce que vous avez senti cela? Avec quel mot vous pouvez le dire? Oui. 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 Alors, je pense que le phénomène du regard dont on parle beaucoup, bon, moi j'aurais plus tendance à penser au regard positif, mais ce que l'on remarque avec quand même une certaine habitude, c'est le non-regard. Hein, et le non-regard, je pense, est pire qu'un regard désapprobateur, parce que le regard désapprobateur, on ne le voit pas beaucoup. Hein. Oui. Mais vous avez le non-regard. Vous avez la personne, par exemple, qui va passer devant Marie-Annick et qui va enjamber le fauteuil sans la voir, sans s'excuser, sans rien du tout. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose bon, qui est pire qu'un mauvais regard. Parce que le mauvais regard, vraiment, bon, on le voit quand même assez peu. Et est-ce qu'il y a eu des situations… Je pense, c'est encore plus grave. Oui. Est-ce qu'il y a eu des situations que vous avez vécues ou dans telle ou telle conversation, on vous a laissé entendre, à vous, Marie-Annick, directement, que votre vie n'avait pas grand sens? Est-ce que c'est déjà arrivé? Marie-Annick est assez préservée. Hein. Grâce à vous, à son gardien. Mais on s'aperçoit bien, bon, on voit, puisque on n'a pas de tabou et on va un peu partout. Bon, on sent quand même des approbations dans certains cas, dans certains endroits, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, même si aujourd'hui
ça s'exprime moins que ça s'exprimait. Moi, je me souviens d'une réflexion d'un agent de police au milieu des fêtes de Noël. J'avais emmené Marie-Annick pour s'acheter des habits et on a dû gêner la circulation. Enfin, bon, on avait dû stationner dans un endroit qui gênait un peu et qui a eu comme dernier argument, de toute façon, les handicapés n'ont qu'à choisir un autre jour pour sortir. Hein. Bon, ça, c'est le genre de choses qu'on n'entendrait plus. C'est intéressant ce que vous signalez, Joël, c'est que finalement, il y a comme un chassé-croisé. D'un côté, le respect pour les personnes porteuses de handicap en situation de handicap a pu grandir, hein, plus grande accessibilité, plus grands efforts, plus grand discours pour dire qu'elles ont toute leur place dans la société. Et vous avez été aussi honoré dans ce sens. Hein. Et puis d'un autre, eh bien, il y a aussi ce risque de lois qui aboutissent à des formes de pression vers l'exclusion. Hein, mais il y a des attentions qui se font. On a été témoin, voilà quoi, quelques mois. J'avais une difficulté pour manœuvrer le fauteuil pour descendre une pente vraiment très abrupte. Bon, dans ces cas-là, en général, on descend en marche arrière. Et c'est un fauteuil manuel. Et il y a une personne qui est arrivée qui avait une poussette, qui avait un gamin de 2-3 ans dans la poussette, qui tout de suite a laissé le gamin dans sa poussette contre un mur, bloqué la poussette là pour saisir le fauteuil et venir passer les 5-6 mètres un peu difficiles. Donc vous voyez, vous avez ces attentions-là, vous avez tout. Un chassé-croisé culturel. François Truffin, quelle conception de la vie s'affronte, hein? Comment est-ce qu'on peut faire valoir la conception que vous portez d'une dignité de toute personne, de la valeur de toute vie? Comment vous pouvez répondre à ça? Écoutez, je pense que c'est pas à nous de le faire valoir. Hein, nous. C'est pour ça que je l'ai demandé. C'est pour ça que j'ai posé la question à notre ami belge, à François Truffin, qui va nous répondre. Et donc, il y a souvent cette dimension où, à un moment donné, la société place l'individu devant une question: est-ce que ma vie est encore utile et inutile? Je reprends peut-être des choses qui ont été dites, mais c'est vraiment quelque chose qui est fortement marqué, entre autres quand on est dans le quotidien avec des personnes âgées. Combien de fois est-ce que je n'entends pas des personnes âgées me dire: mais tu sais, je pourrais partir, je ne sers plus à rien. Et c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Et l'intérêt est de rentrer dans la discussion avec cette personne qui arrive avec cette affirmation. Et très vite, très vite, on se situe dans une autre dimension, c'est le faire et l'être. Et donc, la société, qui est une société de plus en plus matérialiste, qui nous demande de la production, on est dans du faire. Et à un moment donné, la personne malade ou âgée n'est plus justement dans des possibilités de pouvoir faire quelque chose, mais est pleinement dans sa dimension de être. Et donc, là, on sent vraiment une espèce de déplacement relativement important où il n'y a plus que de la place pour la personne qui fait. Et la personne qui est, elle est trop, elle coûte à la société et il est peut-être temps de la faire dégager. Et donc, je crois qu'il y a vraiment, et c'est vraiment un moment extrêmement important, j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard, de remettre toutes les médailles et toutes les notes de distinction à cette catégorie de personnes qui n'est pas dans du faire, mais qui est dans cette extrême beauté de l'être. Parce que entre faire et être, il y a une vraie cohésion. On ne peut pas, en tant qu'être humain, n'être que des personnes qui faisons. On a besoin toujours de cette de pouvoir rencontrer en tant que faisant des personnes qui sont. Je ne sais pas si c'est un peu philosophique, peut-être mal expliqué, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens très souvent. Et quelle tristesse pour moi d'entendre ces personnes qui nous disent: mais tu sais, je ne sers plus à rien. Et de fait, on peut se poser la question quand on voit le peu d'intérêt que certaines familles, et de nouveau, ne généralisons pas, mais que certaines familles portent à leurs aînés, viennent le voir au moment de Noël pour avoir une enveloppe d'étrennes, et le reste de l'année, on ne va pas voir une personne âgée. Et donc, c'est sûr que
toutes ces idées continuent à rester dans la tête des personnes âgées. Et de nouveau, on peut comprendre que certaines personnes disent, bon, ben là, maintenant, je me retire. Et si je peux prolonger un peu l'exemple que vous donniez, François, quand une personne vous crie son inutilité et que vous échangez avec elle, est-ce que vous avez des attitudes qui permettent de la remettre dans cet être plein de valeurs que vous avez devant vous? Oui, donc ce sont tous des projets, et il y en a qu'on est en train vraiment d'essayer de travailler. Je suis assez favorable, par exemple, à l'intergénérationnel. L'intergénérationnel, c'est aussi faire arriver des enfants auprès de personnes âgées, et on est étonné parfois combien une personne âgée peut aider un enfant qui serait en difficulté scolaire, par exemple, parce que justement, n'ayant pas de stress de production ou autre, il a vraiment complètement le temps de se poser et d'être, et de réexpliquer un petit calcul à un enfant ou autre. Donc, il y a vraiment une dimension où parfois, ça peut aussi être un déplacement d'un stress pour un parent qui n'arrive pas ou qui est trop nerveux pour s'occuper de cet enfant à ce niveau-là, et de demander, par exemple, à une personne âgée de s'en occuper. Et dès qu'on rentre dans ce processus de la personne âgée est de nouveau rentrée dans cette dimension de la vie active et qu'elle y trouve une place, eh bien, c'est une personne qui rayonne elle-même, mais qui fait rayonner les personnes qui rentrent en contact avec elle. Je vais prendre une anecdote très personnelle. Là, on a eu une petite, il n'y a pas tellement longtemps, on a eu la chance d'avoir une petite fille. Eh bien, notre petite fille, nous avons décidé de la faire baptiser dans une maison de repos. Eh bien, la maison de repos au complet était là, donc dans un EHPAD, la maison de repos, et notre petit bout est passé de bras en bras chez toutes les personnes âgées, mais quelle joie ça a été. Et donc, ça remonte maintenant à quelques mois d'ici. Et chaque fois maintenant que je rentre en contact avec différentes personnes de cet EHPAD, eh bien, elles me demandent des nouvelles de la petite. Est-ce que tu me montres une photo? Ça n'a l'air de rien, mais ce sont des petites choses comme ça qui font que la personne âgée retrouve du sens à sa vie. Et moi, je dois vous avouer que ça me donne un fameux sens aussi à la mienne que de me dire, mais c'est extraordinaire de pouvoir rentrer en contact de cette manière-là avec nos aînés. Merci beaucoup, François. Professeur Ducrot, ces personnes qu'on ne croise pas, je pense, moi j'ai déjà visité un service pour personnes EVC-EPR, comme on dit, en état post-relationnel et neurovégétatif. J'ai entendu les soignants me dire la joie, le bonheur qu'ils avaient de les accompagner au long cours. Et c'était pour la première fois, ils en parlaient ensemble. Alors, est-ce que il y a aussi quelque chose? Est-ce que vous pouvez en être ambassadeur de ces personnes? Comment faire goûter la valeur de la vie de ceux dont la société pense que ce sont plus des poids ou des personnes en sursis? Alors c'est vrai que c'est l'exemple de personnes qui elles-mêmes ne peuvent pas vraiment se défendre, sinon en vivant, parce qu'elles continuent de vivre. Et ça déjà, c'est une prouesse en soi. Et mes confrères, souvent de médecine physique adaptation, qui ont en charge de ces patients, le disent. Un patient comme ça, quand il veut mourir, nous, on peut faire ce qu'on veut, on ne l'empêchera pas de mourir. Et tant qu'il vit, c'est qu'il a une volonté de vivre. Alors moi, comme neurologue et pas forcément au quotidien de ces personnes, je ne vais pas aussi loin, mais je l'observe et je les crois. Je les crois, c'est leur expérience. Et c'est le témoignage des proches, c'est le témoignage des soignants qui effectivement voient de la vie là où nous, même un professionnel, peut se poser la question de quel sens ça a cette vie-là, une vie tellement réduite, tellement avec un espace tellement limité. Mais on n'est pas dans la peau des personnes et à chaque fois on peut pas, tant qu'on n'est pas dans la situation, c'est très difficile d'imaginer ce qu'on serait dans cette situation. On fait des espèces de projections, mais toujours en tant qu'être bien portant, ou en tout cas mieux portant que cela. Et ça, c'est un énorme risque. Et je crois que Philippe Pozzo di Borgo était un bon exemple de témoignage que, au fond, sa vie, ben oui, il y avait un handicap très lourd, mais pour autant, c'est la vie. Et c'était sa vie. C'est vrai que ça rejoint ce que dit à son propos. Il exprimait qu'il goûtait le fait d'exister, même dans des nuits douloureuses et en respirant, il goûtait le fait d'exister. Mais je crois que vous aviez une image à nous montrer. C'est peut-être le moment de nous la montrer, ces photos que vous avez faites, parce que ça illustre un peu ce que vous venez de dire. On peut la montrer maintenant. C'est cette force de vie. Moi, je le dis parce que c'est le constat que j'ai fait. Et on l'a dans la nature. C'est quelque chose d'assez naturel. La photo de gauche, c'est en Bretagne. Hein. Vous avez là que du granit qui est le mur et vous avez le sol, des petits cailloux. Et il y a des fleurs là-dessus.
moi, quand je les mets dans la bonne terre avec de l'engrais et tout, j'ai du mal à les faire pousser. Il doit me manquer quelque chose, il doit me manquer une qualité, je ne sais pas. Faut que je prenne des cours, bon, je vais essayer de m'améliorer. Mais là, ça pousse du caillou, quoi. Et ça, moi, ça m'épate. Et quand vous regardez ce rocher sur la photo de droite, tout ce qui pousse là-dessus, enfin, c'est impressionnant. Il y a des arbustes qui poussent. Et moi, je vois que du rocher en dessous. Enfin, où est-ce qu'ils vont chercher la vie? Et ça, j'ai pris ça en photo parce que je retrouvais mes patients. Des fois, je me dis, mais où trouve-t-il la force de vivre? Eh ben, il la trouve. Et effectivement, ce que disait François Ruffin, le relationnel, tant qu'il y a de la relation, il y a de la vie. Et c'est le danger dans une société où on est de plus en plus individualiste, où les gens vivent de plus en plus dans une plus grande solitude, déjà individuelle, mais aussi sociale. Là, c'est terrible. Je me souviens, cette parole d'un homme assez jeune, dont la maman était hospitalisée pour un AVC très grave, et on parlait des suites, et il me dit, je ne suis pas dans le cas de donner 1 euro pour ma mère. Et moi, ma crainte, et c'est là où je rejoins Michel Houellebecq, ou c'est lui qui me rejoint, je ne sais pas, c'est de dire, au fond, c'est le symptôme d'une société qui est quand même extrêmement malade, qui est dépressive, qui ne trouve plus le sens de sa vie, on a l'impression qu'il est au bout de quelque chose et qui ne sait pas comment s'en sortir. Je pense que nos politiques sont plus désespérés que nous, citoyens de base, citoyens d'en bas, quoi. Nous, la vie, on la trouve. J'ai repris aujourd'hui une consultation après plusieurs mois d'arrêt. Ça redémarre tout seul. La relation avec les patients, on va dire, c'est la vie pour eux, c'est la vie pour moi. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai une crainte des patients qui ont des handicaps très lourds, des patients AVC ou EPR. Quand ils arrivent aux urgences, et ça, c'est le témoignage des proches, la première réaction, c'est « Oula, faut-il se battre ?» Quels soins médicaux on va engager pour une vie comme celle-là? Donc, il faut s'inquiéter. Aujourd'hui, l'urgentiste est obligé d'aller dans le sens de la vie. Il est tenu de le faire. Il va très vite risquer de brandir. Ouh là là, ça va être de l'acharnement thérapeutique. On peut le rassurer assez vite. Mais et là encore, le changement de la loi, le basculement de la loi, renverse complètement le système de valeurs. Et il y aura plus cette protection qui est aujourd'hui légale parce que naturelle. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup Xavier Ducrot. Joël et Marie-Annick, vous intervenez depuis longtemps hein, auprès des politiques. Vous avez écrit, je ne sais pas, ensemble, je sais pas, dites-nous comment ça fonctionne, votre façon d'écrire tous les deux, mais vous avez beaucoup interpellé les politiques. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous dites aux Français aussi pour déjouer ce piège un peu de vie qui ne serait indigne d'être vécu? Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, les interventions qu'on fait pour des politiques, en fait, c'est toujours des interventions ponctuelles. Soit ils se sont avancés vraiment très fort sur la question et on rebondit sur cette affaire-là et en étant l'affaire après à tout le monde, puisque en général, quand on intervient près des politiques, on intervient soit près des ministres ou des principaux chefs de parti au moment des élections ou des affaires, des moments précis comme ça, soit dans le cadre de discussions. Là, on va un peu plus fort puisqu'on envoie une lettre personnelle à chacun des députés et des sénateurs. Alors, vous voyez, ça fait à peu près 1000 lettres à faire. Bon, Marie-Annick, même si elle peut pas faire grand-chose, elle signe ses courriers hein, avec un bras, enfin 2 doigts, et puis voilà, elle arrive à faire une signature. On les interpelle en fait à partir des sujets qu'ils émettent et des positions qu'ils émettent. Est-ce qu'il y a des retours, une écoute au travers de certains retours, notamment de responsables politiques que vous avez rencontrés? Je pense à ceux qui vous ont repéré tout de même. Mais il y a des retombées. Il y en a certains, par exemple, qui nous ont dit bon, c'est vrai que vous nous faites voir les affaires sous un jour sous lequel on n'aurait pas pensé. Bon. Mais il y a un aspect de témoignage dans vos lettres?
Pardon? Il y a un aspect de témoignage dans vos lettres? Oui. Et là, on a quelques réponses comme ça. Bon, je vois les dernières lettres qu'on a envoyées là, c'était un peu avant la dissolution. Bon, on avait même été invité par un député à aller dans sa circonscription participer à une discussion. Bon, c'était de l'autre bout de la France. C'était pas exagéré non plus. Il y a des choses possibles. Avec l'âge, il y a des affaires moins possibles maintenant. Mais voilà, bon, il y arrive à avoir des réactions. Il y a aussi des gens qui carrément nous envoient au plot en disant bon bah voilà, c'est notre sujet, c'est ce que l'on veut faire, voilà, et ne mettez pas des bâtons dans les roues dans cette affaire-là, et c'est notre liberté, hein, puisque vous savez, suivant la demande d'euthanasie a quand même beaucoup évolué, elle évolue au gré du temps, hein. Et des temps, elle va, elle vient, hein, parce que au début, c'était la dignité à tout craint, hein, et qu'en fait, toute personne qui n'était pas dans les normes avait perdu sa dignité. Hein, donc, c'était un sujet suffisant. Et puis, comme ça a été quand même pas mal contré à ce moment-là, bon, on est parti sur le phénomène de liberté. Hein. Donc, ça a été le phénomène de liberté qui a joué. Bon. Et puis, ainsi de suite. Bon, le phénomène de liberté, il nous est arrivé assez souvent quand même de participer à des discussions avec des contradicteurs. Je pense que la liberté, on l'a peu utilisée quand il s'est agi de Bariani, car on l'a pas laissé parler. Bon, comme elle a des difficultés, c'est pas difficile de l'empêcher de parler. Mais voilà, quoi, si tu fais par là, la liberté, elle va souvent dans un sens. Mais je pense que chez tous ces gens-là, quand même, et c'est là où c'est toujours difficile de contrer quelque chose comme ça, parce qu'en face, il y a une personne, enfin, plus on avance, plus on pense ça, plus qu'un groupe, il y a une personne bien définie, et cette personne-là, même si elle ne le dit pas, c'est un problème personnel qu'elle essaie de régler. Merci. Qu'il soit politique, de haut rang, ou peu importe, puisque c'est quand même quelque chose de commun. Le fait d'être un être humain, on est confronté à ce problème de mort. Bien sûr, il n'y a pas de problème on est tous des mortels, oui, c'est sûr. Nous sommes tous des mortels. Alors François, merci beaucoup Joël et Marie-Annick. Merci Marie-Annick de réagir aussi par votre visage. On voit que vous êtes en synergie, comme vous l'avez toujours été avec Joël dans ces démarches. Hein, vous écrivez aussi vous-même les lettres en tapant sur une tablette, je sais. François Truffin, qu'est-ce qu'on peut dire aux politiques pour les conscientiser? Est-ce que vous avez aux Français aussi peut-être, qu'est-ce que vous avez comme conseil à nous donner de là où vous êtes? Vous avez, je ne prétends pas qu'on va vous rejoindre, je n'espère pas qu'on vous rejoindra sur cette pente. Il y a peut-être d'autres qualités de la Belgique qu'on aimerait prendre, mais qu'est-ce que vous avez comme alerte ou conseil à faire aux Français? En effet, ne nous rejoignez pas, c'est la première chose. Au niveau des politiques, ça peut être deux points importants que je voudrais remettre sur la table. Le premier, c'est, passez-moi l'expression, mais arrêtez de prendre la population pour des imbéciles. Je pense qu'à un moment donné, il faut parler vrai. Il faut parler vrai et arrêter de choisir des nomenclatures qui ne sont pas adaptées. Quand vous regardez un petit peu d'ailleurs ce que veut dire euthanasie, mais on est loin de ce qui se passe réellement. Alors quand on parle de suicide assisté, de ça, appelons les choses comme elles doivent être appelées. Et je pense qu'à un moment donné, ça fait partie du droit du patient que de savoir que le geste qu'il va avoir, eh bien, on va lui injecter la mort. On va lui donner la mort, on va anticiper sa fin de vie par une adduction d'un produit, en le faisant ingérer ou en injectant un produit. Mais donc, je crois que c'est important que la personne le sache. Un des grands malheurs qu'il y a eu dans notre histoire belge, c'est à un moment donné de faire un amalgame autour des soins palliatifs, et pour finir, dans les soins palliatifs, on n'arrive plus à distinguer ce qui est soins palliatifs réels de l'euthanasie. C'est vous dire, on a des équipes palliatives mobiles
qui sont au jour d'aujourd'hui contraintes avec des médecins traitants de pratiquer l'euthanasie. Mais où est encore le soin palliatif là-dedans? Donc ça remonte un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je pense que même là, si vraiment le législateur veut légiférer, de grâce, qu'il le fasse d'une manière honnête, d'une manière courageuse, et où il appelle un chat, où il dise les choses. Je me pose même la question de savoir si on ne doit pas trouver une nouvelle nomenclature pour les soins palliatifs, tellement les médias et le politique a pollué le concept de soins palliatifs. Je pense qu'il est peut-être même temps là-bas de changer cette nomenclature. Un deuxième aspect qui m'a un peu étonné dans l'actualité ces derniers temps, c'est j'ai entendu M. Macron qui annonçait un investissement potentiel de fonds privés de 109 milliards pour l'intelligence artificielle. Et là, à un moment donné, je me dis, mais c'est très bien, mais est-ce que, en parallèle de cet investissement dans l'artificiel, on a prévu des investissements dans le naturel? Et donc, moi, c'est quelque chose, évidemment, où je me dis, évidemment que la fin de vie, évidemment que les soins palliatifs coûtent cher et peuvent représenter un coût. Mais quand je vois la difficulté des Françaises, des Français, des Belges des Belges ou même d'autres personnes dans d'autres parties du monde à finir les fins de mois, quand j'entends qu'on a une possibilité d'injecter autant de milliards dans l'artificiel, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi à un moment donné une réflexion à avoir par rapport, est-ce qu'on ne doit pas injecter au niveau du naturel? Pour revenir plus spécifiquement à notre sujet, combien de fois, et je suis sûr que le professeur également, nous n'avons pas été confrontés à de l'acharnement thérapeutique? Qu'est-ce que c'est l'acharnement thérapeutique? L'acharnement thérapeutique, c'est un excès d'artificiel qui va tuer le naturel. Il est évident qu'on a besoin de l'artificiel dans notre quotidien. Heureusement qu'on a des prothèses de hanche, heureusement qu'il y a des prothèses cardiaques, c'est quelque chose de très beau. Mais n'oublions pas que l'artificiel doit toujours rester au service du naturel. Et à partir du moment où on a trop d'artificiel sur le naturel, eh bien le naturel étouffe. Qu'est-ce que c'est l'euthanasie? L'euthanasie, c'est un excès d'une substance qu'on utilise aussi parfois dans l'antalgie, mais le fait d'en donner à de telles doses, donc le fait de donner tellement d'artificiel va détruire le naturel. Donc moi, je pense qu'il est vraiment grand temps au niveau politique de se reposer les bonnes questions et surtout de se dire où est-ce qu'on va injecter d'une manière responsable, courageuse, l'argent. Évidemment, et je ne vais certainement pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant qu'on ne doit pas développer certaines technologies artificielles. C'est une bonne chose, mais de toujours le faire en regard également d'un budget important pour le naturel. À la rigueur, j'aurais presque une tendance à dire, quand je mets 1 euro dans l'artificiel, je devrais en mettre 10 dans le naturel. Eh bien, on a presque un discours de candidat aux futures élections présidentielles, mais bon, c'est pas possible. Venu de Belgique, mais merci beaucoup. Non, merci plus sérieusement François Truffat pour tout ça qui est très précieux. Xavier Ducrot, je pense que vous êtes d'accord avec ce qu'il a d'être dit, mais les politiques français, vous les avez aussi peut-être côtoyés. Qu'est-ce qui va les toucher? Qu'est-ce qui peut toucher à sa politique lorsqu'on aborde ce sujet, malgré tous les présupposés, peut-être et la pression aujourd'hui qui s'exerce sur eux? Je crois que ça a été dit par François Truffat, c'est de remettre devant la réalité des choses. J'ai l'impression c'est dit, on l'entend. Le raisonnement, il est hors sol, en dehors de la réalité. Je veux dire, cette résistance à écouter les soignants, ces centaines de milliers de soignants qui s'opposent à ce projet de loi, on ne veut pas les entendre. Au nom de quoi? D'une idéologie. Mais j'ai entendu aujourd'hui, des fois, il faut écouter, enfin, prendre le temps d'écouter le politique. C'est une parole qui m'est revenue, que notre président a dit aux États-Unis, à Donald Trump, personne n'a envie de vivre dans un monde où la loi du plus fort peut s'imposer. Bon, dont acte. Allons-y. Notre président a dit cela, Emmanuel Macron, disons-lui, dans un autre contexte, il parlait de la guerre en Ukraine, etc. Mais mis dans le contexte du sujet d'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout à l'heure, je me disais, mais bon sang de soi, qui a le droit de se prononcer sur la valeur d'une vie? Monsieur le député, monsieur le sénateur, vous pouvez vous dire quelles sont les vies qui valent la peine d'être vécues et les vies qui ne valent pas. Une société qui un jour s'est prononcée comme ça là est devenue une société
épouvantable. Voilà, c'était terrible. Et je voudrais terminer parce que il y a des gens qui parlent très bien. Voilà. Bon. J'aime beaucoup Jean Rostand. Dans ce contexte, j'aime beaucoup citer Jean Rostand qui dit « Je pense qu'il n'est aucune vie, si dégradée, si détériorée, si abaissée, si appauvrie soit-elle, qui ne mérite le respect et ne vaille pour la défendre avec zèle. J'ai la faiblesse de penser que c'est l'honneur d'une société, que d'assumer, que de vouloir ce luxe pesant que représente pour elle la charge des incurables, des inutiles, des incapables. Et presque, je mesurais son degré de civilisation à la quantité de peine et de vigilance qu'elle s'impose par pur respect de la vie. » Et il va continuer en disant « De la suppression de l'horrible à celle de l'indésirable, il n'y a qu'un pas. » Jean Rostand. Et c'est extrêmement vrai. Dans le courrier d'un biologiste, en 70, un homme qui a vu arriver l'eugénisme, comme au début du XXe siècle, Bien sûr. où un certain nombre d'eugénistes ont eu d'ailleurs un prix Nobel, ont été récompensés pour leurs travaux, mais ils avaient derrière d'autres idées. Et je crois qu'on est replongé un peu dans ce contexte aujourd'hui, et il faut le rappeler. Je veux dire, nos politiques peuvent être sensibles à un discours qui est celui de la réalité. Voilà. Là, merci beaucoup, professeur Ducrot. Je suis assez touché par ce que vous avez dit sur la phrase de notre actuel président sur la loi du plus fort, car j'ai moi-même été au chevet d'un homme jeune de 39 ans qui était en train de terminer sa vie à la suite d'un cancer. Il voulait absolument délivrer un message sur la fin de vie contre l'euthanasie, et ce qu'il m'a dit, dans les quelques mots qu'il a dit, qui furent ses derniers de toute son existence terrestre, il a dit « c'est l'effort contre les faibles et on bascule vite de l'autre côté ». C'est tout ce qu'il a pu dire. Et voilà, en disant que c'est la grande bataille des forts contre les faibles, on bascule vite de l'autre côté. Il avait vraiment ça sur le cœur, il voulait en témoigner, et j'ai été témoin donc de ces dernières paroles qui donc m'ont aussi donné de l'énergie et de la motivation pour continuer. Et c'est justement peut-être le dernier petit tour de table que je vais vous proposer, quelle motivation voulez-vous insuffler à tous ceux qui nous écoutent, hein, et qui aussi pour certains ou d'autres regarderont le replay, comme on dit, de notre échange. Quelle motivation voulez-vous leur donner pour agir encore en fonction des événements qui ne manqueront pas d'arriver dans les mois qui viennent, sans qu'on puisse bien sûr rien pronostiquer? L'avenir n'est jamais écrit d'avance. Alors, qui veut lancer la salve des encouragements à ceux qui nous écoutent pour, le moment venu, agir? Peut-être. Je veux bien dire pour les Français, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il faut tenir bon. C'est pas facile. La bataille est difficile, mais ça fait déjà quelques années qu'elle tient. Ça fait 20 ans que la Belgique a légalisé, donc on a tenu déjà pendant tout ce temps-là. C'est pas rien. D'accord. Faut pas se laisser bercer par des discours politiciens qui veulent nous masquer au fond que d'une façon ou d'une autre ils veulent atteindre l'objectif que je pense une très grande minorité de Français souhaite. Voilà, il faut vraiment tenir bon de ce côté-là. Oui, rien n'est perdu. Allons-y. Et moi, j'aime beaucoup ces derniers temps écouter Claire Fourcade, hein, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui à la fois décrit ses rencontres avec les politiques français, décrit ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en Belgique, dans les pays qui ont légalisé ou dépénalisé. Et c'est franchement inquiétant. Quand je vois qu'elle disait qu'au Canada, la discussion éthique était autour du fait est-il éthique d'attacher un patient pour l'euthanasier? La conclusion a été non. Donc il faut l'endormir avant. On se rend compte de la violence qu'il y a. Déjà en soi c'est violent, mais là c'est terrible. On a l'impression qu'on va contre la volonté de la personne, quoi. Alors j'entends à la fois une indignation à partir de ces exemples notamment étrangers, et puis ne pas baisser les bras. Merci beaucoup, professeur Ducrot. Du côté de peut-être des Pavageaux, alors vous, quelle est votre motivation et quelle motivation nous donnez-vous? La motivation, par là, c'est de continuer, mais nous, à notre simple niveau, c'est toujours, même si c'est avec les politiques, par là, il faut que nos courriers restent des courriers personnels. En fait, c'est les interpeller eux-mêmes, non pas dans leur position politique, mais essayer de trouver l'homme dans ce qui se fait. Hein, parce que, comme je le disais tout de suite,
y a quand même des gens qui craignent, il y a des gens qui ont peur, ils ont peur, en fait, ils expriment leur propre peur, hein, et c'est là où il y a, alors il y a plus d'importance, bien sûr, parce que ils peuvent faire passer ça à un groupe et ainsi de suite, mais derrière tout ça, il y a eux-mêmes, il y a un homme, tout simplement, un homme ou une femme. Merci beaucoup, Joël. Merci, Marénique. Je rajouterai un petit mot vous concernant. C'est que vous êtes venu un jour à un happening qu'on avait organisé. Vous êtes venu de Nantes, devant le Sénat. Vous vous souvenez Ah peut-être? ouais, ça fait longtemps. Il y a un moment. Mais il y avait une double affaire, puisque à ce moment, je crois que c'est 8 jours avant, Marianne avait eu la Légion d'honneur, elle avait été Exactement. décorée au Sénat. Mais si je le Hein. dis, c'est pour Et nos. on avait d'ailleurs envoyé une lettre à chacun des sénateurs à cette occasion-là. Si Et vous qui avait permettez, été donc élu d'ailleurs au cours des débats. je veux pas trop vous faire mousser entre guillemets tous les deux, mais tout de même, je voudrais vous donner en exemple auprès de ceux qui nous écoutent, parce qu'avec les moyens qui sont les vôtres, avec quand même des contraintes que vous avez, Marie-Annick et Joël aussi, qui les assument avec vous, vous avez agi avec ténacité depuis maintenant des dizaines d'années. Vous vous êtes déplacés, vous avez témoigné, vous avez écrit sans relâche, avec et c'est consommateur d'énergie. Donc je voulais juste vous remercier, mais aussi encourager tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément évidemment les mêmes contraintes, mais qui ont peut-être du coup un peu de disponibilité, mais à prendre exemple sur votre ténacité, à continuer d'agir, comme vous venez de le dire, en interpellant assez personnellement et avec chacun son histoire. Merci beaucoup de ce que vous nous avez dit. Et alors François Truffin, voilà, quels encouragements à agir vous pouvez donner à tous ceux qui vous écoutent ce soir? Mais moi, je souhaite vraiment à la France un élan d'humanité. Un élan d'humanité. Et pour ça, je vais enlever mes lunettes et vous regarder droit dans les yeux. Là, chacun qui est derrière votre écran ce soir, dans un canapé, sur une chaise, là où vous êtes. Et prenez le temps, une dizaine de secondes, là maintenant, de penser à une personne âgée ou une personne malade à qui vous pourriez rendre visite, que vous pourriez aller voir, que vous pourriez aller écouter. Je vous invite vraiment alors c'est peut-être une personne qui peut être plus seule, une personne que vous savez peut-être plus abandonnée. Et si jamais vous n'en connaissez pas une, n'hésitez pas de vous rendre au coin de la rue, à l'EHPAD de la coin de la rue et de demander à la direction de vous diriger vers une personne âgée. Je pense que c'est extrêmement important de parler. Il faut bien se rendre compte, c'est quelque chose qu'on vit en Belgique, c'est que où est-ce qu'on sera les meilleurs pour lutter contre l'euthanasie? C'est dans la prévention. Les politiciens peuvent pondre les meilleures lois, enfin, je veux dire les pires lois en matière de fin de vie. C'est toujours la personne qui actionnera cette loi ou ne l'actionnera pas. Et donc, si elle se sent aimée, si elle se sent accompagnée, si elle se sent écoutée, croyez-moi bien, et ça c'est de l'expérience depuis 20 ans, cette personne, la demande d'euthanasie, elle recule de kilomètres et de kilomètres. Donc, on a véritablement un devoir, nous chacun, là ce soir, de reprendre conscience on fait partie intégrante de cette humanité, que nous sommes aujourd'hui dans un profil de potentiellement aidant et qu'on doit aller justement vers des personnes à aider. Moi, je crois qu'il faut vraiment ne pas avoir peur d'aller passer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure auprès d'une personne âgée et se laisser perfuser par sa sagesse, par son calme, par son savoir, par son histoire. Je voyais dernièrement un chiffre extrêmement interpellant. 11% des Français sont en dépression. C'est quand même colossal. Et là, de nouveau, quand on sait, messieurs les politiciens, combien coûtent ces dépressions réelles à vous, au niveau de la sécurité sociale, etc., est-ce que là aussi, on n'a pas quelque chose à faire d'utiliser la personne âgée, la personne malade pour rencontrer, écouter ces personnes? Vous savez, très souvent, dans le cadre d'une dépression, c'est parce qu'on perd le sens. Et c'est vrai que la société actuelle nous fait perdre le sens. Et on a des grosses pilules, là. Les personnes âgées, les personnes malades, c'est des personnes qui sont beaucoup plus efficaces que les meilleurs antidépresseurs que les pharmaciens ont pu nous sortir. Le contact avec la personne âgée, eh bien, c'est quelque chose qui est souverain. Moi, j'ai parlé dernièrement avec une infirmière-chef. C'était très beau. Elle est en burn-out, cette infirmière-chef, et elle m'a dit, tu sais, François, moi, j'ai commencé à piquer du nez
le jour où il y avait tellement d'administratifs que je n'ai plus l'occasion d'aller passer du temps près des personnes âgées. J'ai trouvé ça d'une beauté, ce témoignage, parce que ça nous rappelle combien, soignants ou pas soignants, nous sommes des aides de contact, nous avons besoin de ça. Et de rentrer dans cette dimension win-win où la personne âgée va retrouver un sens profond parce qu'elle peut accompagner des personnes qui sont parfois surbookées ou désespérées dans leur vie quotidienne, et inversement, la personne qui est surbookée ou venir en écoute et prendre du temps auprès de cette personne âgée. Et là, on est vraiment dans tout ce qu'il y a de beau dans notre humanité, dans tout cet émerveillement qu'on peut avoir par rapport à notre humanité. Je souhaite le meilleur aux Français et surtout pas de législation par rapport à cette absurdité qu'est de vouloir aller trop vite ou en tout cas induire la fin de vie. Un grand merci François Truffin. Merci pour ces belles paroles vous allez voir, il va y avoir plein de visites qui vont doper aussi notre énergie à défendre ces vies fragiles et à se laisser réjouir par leur présence. Et merci beaucoup au professeur Xavier Ducrot. Merci pour son témoignage et c'est aussi un bain de jouvence de recommencer les consultations. Donc, il y a aussi de l'énergie qui revient par là. Et puis, merci aussi à nos amis, les Pavageaux, à Joël, à Marie-Annick pour tout ce que vous faites, que vous ferez encore longtemps. Et on reste en lien. Alors, on reste en lien aussi avec tous. Il y aura un replay pour ceux qui veulent se retrouver les belles citations ou d'autres choses encore. Mais du côté d'Alliance Vita, dans toute l'équipe, je vous remercie témoins et experts d'être venus, d'avoir pris ce temps pour partager tout ce que vous nous avez dit de si précieux. Moi, ça m'a aussi dopé pour continuer l'action. Un grand merci et bonsoir à tous. Merci. Bonsoir et à la prochaine. Restons reliés. Hein. Vous aurez d'autres occasions à la fois d'entendre d'autres personnes et puis d'agir à nos côtés le moment venu quand ça sera à nouveau nécessaire. C'est en continu, c'est tous les jours qu'on agit. À bientôt. Au revoir.